À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, Transparency International Initiative Madagascar a dénoncé l'agonie de la démocratie dans le pays, marquée par des élections biaisées et une liberté d'expression bafouée, et a appelé les citoyens à se vêtir de noir en signe de protestation. Deux restaurateurs d'origine chinoise, frères et sœurs, ont été retrouvés morts à leur domicile au 67 hectares sud. Après plusieurs jours sans nouvelles, les causes du drame demeurent mystérieuses. Dans l'actualité internationale, le sommet des dirigeants arabes et musulmans qui se tient ce jour à Doha, au Qatar, a pour objectif d'afficher leur unité et de faire front commun face à Israël. En amont, le Premier ministre du Qatar, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, a exhorté dimanche la communauté internationale à arrêter le deux poids deux mesures avec Israël. Madagascar se trouve en mauvaise posture en ce qui concerne l'application de la démocratie, aussi bien dans l'organisation des élections que dans le respect de la liberté d'expression. C'est ce qu'a rappelé Transparency International Initiative Madagascar à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée ce 15 septembre. Pour marquer cette journée, l'organisation a lancé une mobilisation baptisée Démocratie Noire, rassemblant ses membres sur la place de la démocratie à Mbuzatouv. Vêtus de noir, ils ont voulu symboliser l'agonie de la démocratie dans le pays et ont appelé les citoyens à s'habiller de noir en signe de protestation. D'après le dernier rapport 2024 de l'Economist Intelligence Unit, Madagascar obtient une note de 5,33 sur 10 en matière de gouvernance démocratique, ce qui la classe dans la catégorie des démocraties hybrides. Le pays occupe le 83e rang mondial sur 167 États et le 17e rang en Afrique. Un résultat qui illustre selon Transparency International Initiative Madagascar la fragilité de l'état de droit et des libertés fondamentales. La manifestation d'aujourd'hui se veut à la fois un signal d'alerte et un rappel. La démocratie ne se résume pas aux élections, elle se vit au quotidien. Or, l'espace civique permettant de s'exprimer se réduit de plus en plus. Ce message s'adresse autant aux citoyens qu'à l'État. L'exemple du Népal est révélateur. En un instant, tout peut basculer. Je ne dis pas que cela se produira ici, mais c'est une leçon pour tous les pays confrontés à la corruption. Car derrière chaque corruption, il y a la colère des citoyens. Notre pays a une note de 26 sur 100 en matière de lutte contre la corruption, alors que le Népal affiche 34 sur 100. Malgré ce score supérieur au nôtre, la situation y a dégénéré. Les députés ont une responsabilité majeure dans la gouvernance démocratique, protéger les droits de chacun, veiller à leurs paroles et à leurs actes et garantir la liberté d'opinion. L'ONG a rappelé que la démocratie ne se limite pas aux élections. Elles englobent aussi la liberté d'opinion et d'expression, la protection des lanceurs d'alerte, l'accès à une information fiable et la lutte contre la corruption. Autant de domaines où Madagascar est en recul, dénonce l'organisation. En réponse, le ministère de la Communication et de la Culture a réagi, affirmant que certaines organisations de la société civile se comportent désormais comme des mercenaires politiques et sèment la confusion dans le pays. Transparency International Initiative Madagascar a rétorqué en soulignant que sa mission est de porter la voix des citoyens et de relater la réalité. La société civile a pour rôle de porter la voix des citoyens, qu'elle soit favorable au pouvoir ou issue de l'opposition, car c'est là l'expression même du peuple. Il n'y a rien de compliqué à cela, ce n'est pas une équation mathématique, mais une réalité simple. S'exprimer ne signifie pas se rebeller, et encore moins commettre un crime. Chacun a le droit d'avoir ses propres opinions. La démocratie à Madagascar est malade, fragile et en est recul. Les dirigeants ne devraient pas attendre une exposition de colère populaire pour en prendre conscience, a encore insisté Transparency International Initiative Madagascar. 6 ans après, le projet Flyover refait surface avec la réouverture d'un appel d'offres international, une manœuvre qui vise surtout à séduire l'opinion publique, estiment certains acteurs politiques.
Si la volonté de réaliser les travaux avait été réelle, de nombreuses étapes auraient déjà dû être franchies, rappelle-t-il. C'est André Radzwen lui-même qui a remis le dossier sur la table. Le projet, promis dès la campagne présidentielle de 2019, serait désormais en phase concrète selon les autorités, ce qui justifierait l'appel d'offres international annoncé récemment. Le ministre des Travaux publics a assuré que parallèlement à cette procédure, les études techniques étaient déjà en cours. Mais pour nombre d'observateurs, il ne s'agit que d'un écran de fumée destiné à distraire et à apaiser les Malgaches, tout en masquant les inquiétudes du pouvoir face à certaines situations délicates, à l'image de ce qui s'est passé au Népal. La question reste entière. Combien de promesses d'André Radzwen ont réellement été tenues? Avec la crise actuelle, les dirigeants sont en difficulté et les financements restent bloqués. Donc, rien de concret ne peut avancer. Les gens, eux, s'inquiètent surtout de leur vie de tous les jours. Comme il y a des manifestations un peu partout dans le monde, les autorités craignent que ça n'arrive aussi à Madagascar et cherchent des moyens de distraire la population. Un grand projet de plus, dénonce-t-on, avec beaucoup de bruit mais peu de résultats, une habitude qui explique en partie la stagnation du pays. Ce projet n'a fait l'objet d'aucune planification préalable. Or, si Madagascar veut réellement se développer, il est essentiel que tout soit soigneusement planifié, notamment à travers une évaluation rigoureuse des ressources naturelles. Ici, pourtant, la décision semble avoir été prise de façon impulsive, davantage pour satisfaire un désir de paraître que dans une véritable logique de développement. Pour rappel, le flyover vise à désengorger la circulation à Nusat et à Ndudapenek. Pourtant, malgré l'adoption de la loi numéro 006/22 relative à ce projet par l'Assemblée nationale le 24 juin 2022, accompagnée de la promesse d'un lancement rapide des travaux, rien n'a été fait depuis. Aujourd'hui, en 2025, on annonce enfin l'entrée dans une phase concrète, mais beaucoup s'interrogent. S'agit-il vraiment d'un début de réalisation ou seulement d'une nouvelle opération de communication? Les propriétaires du restaurant chinoise Vénus, 6 ou 67 hectares sud, frères et sœurs d'origine chinoise, ont été retrouvés sans vie, étendus sur un lit ce lundi en milieu de journée. Les causes exactes de leur décès restent encore inconnues. Selon des témoignages recueillis auprès des riverains, les deux victimes n'avaient plus donné signe de vie depuis 3 à 4 jours. Leur absence inhabituelle avait suscité l'inquiétude du voisinage qui a alerté le chef Fouktang ainsi que la police locale. Nous nous rencontrons chaque mardi quand ils vont faire leur marché et nous nous saluons. Jeudi, je suis arrivé à 6h30. Leur employé était en train de nettoyer la devanture. À 8h30, nous étions surpris de voir que le restaurant Vénus gardait ses portes fermées. Ils avaient l'habitude d'acheter du crédit chez nous tous les jours. La police ainsi que des amis chinois des propriétaires qui avaient donné l'alerte ont procédé à l'ouverture de leur domicile, menant à la macabre découverte aujourd'hui. Hier, dimanche, j'ai reçu un appel de personnes et de la police du 7e arrondissement m'informant que je devais les rejoindre pour constater une situation inhabituelle. Depuis jeudi, les propriétaires du restaurant Vénus n'avaient donné signe de vie à personne. L'établissement était fermé de manière hermétique, protégé par des grilles, et l'on ignorait s'ils se trouvaient à l'intérieur ou s'ils étaient simplement partis en vacances sans prévenir. Avec la police, ainsi que des amis chinois des propriétaires qui avaient donné l'alerte, nous avons décidé de forcer la porte ce lundi. C'est alors que nous avons découvert, à l'étage, les 2 corps dans la chambre à coucher. Le chef Fouktang, au vu de l'état des dépouilles, n'a pas écarté la piste criminelle. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle. Pour l'heure, les proches du frère et de la sœur décédée n'ont pas encore été identifiés. Les corps ont été transférés à la morgue de la JRA pour des examens complémentaires.
La dégradation du système éducatif s'est accélérée sous la 4e République, estiment les acteurs du secteur. Selon les enseignants et pédagogues, la 4e République est la plus défavorable à l'éducation comparée au régime précédent. En cause, la réduction constante du budget alloué au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi l'absence d'une feuille de route claire. 15 ans après son instauration, 90% du fonctionnement et de la qualité du système reposent encore sur les acquis et infrastructures hérité des 3 premières républiques. Sous la présidence de Philibert Tsiranan, Madagascar disposait de collèges régionaux et d'une université nationale. Les enseignants bénéficiaient de bonnes conditions de travail et l'enseignement était reconnu pour sa qualité. Sous Didier Ratsir, les écoles primaires publiques déployaient des efforts pour encourager les parents à scolariser leurs enfants. Certes, les infrastructures, souvent construites par les Funknoul, n'étaient pas toujours de grande qualité, mais cette participation communautaire donnait aussi droit à une implication dans la vie scolaire. Chaque province possédait alors son université et l'existence de postes budgétaires permettait de recruter des enseignants permanents. Plus tard, Mark Ravalmanan a introduit la distribution de kits scolaires afin de soutenir la scolarisation des élèves. Dans le passé, l'éducation figurait parmi les priorités nationales avec des investissements qui ont marqué l'histoire et dont bénéficient encore les générations actuelles. Aujourd'hui, les ressources destinées au secteur sont en baisse. Certaines ayant même été détournées vers le redressement de la JIRAMA, la Compagnie nationale d'électricité, une situation qui, selon les observateurs, explique en grande partie l'état actuel du système éducatif. Les écoles actuelles respectent les normes sur le plan des infrastructures, mais c'est la qualité de l'enseignement qui pose problème. Peu d'enseignants réellement formés et qualifiés sont recrutés. La majorité des postes est occupée par des enseignants femmes, alors même que des moyens ont été investis pour former des professionnels de l'éducation. Du côté des universités de proximité, les infrastructures sont satisfaisantes, mais les postes budgétaires pour y affecter des enseignants restent insuffisants. Quant aux heures complémentaires qui devraient permettre aux enseignants permanents d'y intervenir, elles sont limitées. En conséquence, la qualité de l'enseignement en pâtit. Les conditions La peur d'affronter les véritables réformes a conduit les autorités à reléguer l'éducation au dernier rang, privilégiant les dépenses sécuritaires. Les enseignants femmes, sur lesquels repose actuellement l'avenir des enfants malgaches, continuent d'être laissés pour compte. Les enseignants femmes ne sont pas des fonctionnaires, mais de simples contractuels. L'État entretient une illusion à ce sujet. Ils doivent être intégrés afin de devenir des enseignants permanents. Il n'est donc pas surprenant que notre économie reste à la traîne. L'éducation, qui devrait être une priorité nationale, est constamment négligée. On multiplie le recrutement de forces de l'ordre pour maintenir le pouvoir en place, tandis que les enseignants, eux, ne sont jamais considérés. Grève répétitive des enseignants et étudiants, UNS, CRI-NFP, Université d'Antananarivo, Wundwugen, Tuamasin, Toliar, mouvement du CECES et autres acteurs du secteur, autant de signaux qui ont marqué la 4e République. Les experts en urbanisme alertent que le plan directeur d'Antananarivo est désormais obsolète. Avec une population en constante augmentation, la capitale subit une pression grandissante qui accentue l'accumulation des déchets, la densification des quartiers et la multiplication de constructions anarchiques, souvent en dehors de toute norme et réglementation. Selon les spécialistes, l'un des principaux facteurs de cette situation est la concentration des zones stratégiques, c'est-à-dire ministères et administrations, au cœur de la ville. Pour se rapprocher de leur lieu de travail et des services publics, de nombreux habitants construisent aux abords de ces pôles, ce qui aggrave encore les embouteillages et l'encombrement. Le plan d'urbanisme actuel pour la capitale n'est plus applicable. Il faut en tracer un nouveau.
Pourquoi? Parce que la concentration des ministères à Nous et à Antananarivo engorge ces zones. C'est logique que les gens veuillent habiter à proximité de leur travail et des services publics. À l'étranger, on peut vivre à 600 km de son bureau grâce à des autoroutes qui permettent de parcourir cette distance en 2 heures sans embouteillage. Ici, ce n'est pas le cas. Face à cette réalité, les experts appellent à une refonte en profondeur de la politique urbaine, fondée sur une stratégie claire et des mesures d'accompagnement adaptées. Il faut une politique publique forte pour corriger la situation. Certes, il existe des constructions illicites, mais on peut rectifier, déplacer des câbles, voire démolir certains bâtiments, à condition d'accompagner ces mesures pour qu'elles soient justes et efficaces. Tout cela doit relever d'une politique intègre et non de décisions arbitraires. Une solution durable serait de déconcentrer les ministères. Par exemple, installer le ministère des Finances à Wundwurn, celui de la Justice à Manzakandjin, et ainsi de suite. Cela contribuerait à désengorger la capitale. Un futur plan d'urbanisme devra répondre aux besoins actuels d'Antananarivo, intégrer les enjeux liés au changement climatique et s'imposer comme cadre obligatoire pour toutes les infrastructures à venir.